Alors, ces petites chroniques du temps commencent à avoir un certain succès. Et je le sais parce que chaque jour, je reçois 3 ou 4 messages de personnes qui les ont écoutées et qui me posent des questions. Et aujourd'hui, il y a eu une question qui m'a profondément irrité. C'est quelqu'un qui me demande de régler par la Kabbale le problème que lui pose une probabilité des astrophysiciens concernant le choc d'une certaine comète avec la Terre. Bon, moi, vous comprenez, je trouve cette question hors norme. La Kabbale n'a pas à s'intéresser ni à l'astrophysique ni à la NASA, sauf sous l'aspect où elle trouverait l'existence de la NASA inutile. En effet, pour comprendre l'univers au niveau où la Kabbale l'entend, il suffit d'avoir une image très concrète et très poussée, très avancée, très détaillée du cerveau. C'est le cerveau qui rend tout intelligible. Alors bon, laissons tomber cette préoccupation sur la comète probable et improbable qui devrait faire un carreau sur la planète Terre, laquelle n'aurait qu'à sauter dans le vide, ce qui réglerait toutes les questions. En réalité, la vie que nous menons sur Terre, qui est une cellule vivante à l'intérieur du cosmos, pose suffisamment de questions pour que la Kabbale, qui est une doctrine et qui est une méthode de lecture du réel, puisse dire quelque chose. Et justement, récemment, la vie nous a lâché dans l'esprit 2 balles explosives. Et quand je dis balles explosives, je parle de 2 informations qui demandent à être décryptées, comprises et suivies. Et ces 2 informations sont les suivantes. La bonne nouvelle, je l'annonce en premier, étant celle du chien sauvé à Fukushima. Et la seconde, plus désastreuse, mais nous n'en savons encore rien, concernant le drame vécu par monsieur Dominique Strauss-Kahn à New York, le 15 mai, dans l'hôtel Sofitel, où il occupait la suite 2806. Alors moi, vous comprenez, ce que je regarde dans cette histoire, c'est ce que le réel me dit. Or, la première des choses que le réel me dit, c'est que le Sofitel se trouve Square Times, au square du temps. Donc, la première indication que j'aurais eue, c'est de suivre la leçon du temps. Qu'est-ce que le temps nous dit à ce propos? Il commence par dire Sofitel. Et Sofitel, c'est Sophie, le Sophie que la chose exista. Mais si je le lis à l'envers, je trouve une expression française. L'est-il faux? L'est-il faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas si M. Strauss-Kahn est un violeur présumé ou si Mme Nafissa Satou Diallo est une violée inventive. Je pense en kabbaliste que seules les empreintes du réel peuvent me dire de quoi il retourne. C'est dans la notion temps que nous avons orienté nos premières recherches. Eh bien, dans la notion de temps, je trouve le 2806, qui est le moment du 15 mai où l'incident en question a eu lieu, et je trouve que le 2506, c'est aussi une date. Le 2806, pardon, j'ai dit 25, non, c'est 2806. Parce que si j'écoute en hébreu ce que signifie 2806, je trouve que le 28 correspond au mot Kohar, qui désigne la puissance, le pouvoir, la force, et 06
désigne obligatoirement le modèle unique, le modèle absolu, qui a 6 couches, comme le dit la première phrase de la Bible, Bereshit. Il créa 6. Alors, la première indication que me donne le temps, qui est le 15 mai, date de l'événement, c'est que la situation a lieu dans un certain espace codé par le chiffre 2806. Mais 2806, c'est aussi une date, parce que 06, c'est le mois de juin, et 28, c'est une date du mois. Or, comme par hasard, le 2806 est la date prévue pour que les primaires dans le jeu de la politique socialiste de France aient lieu, et il était prévu que ces primaires serviraient à promouvoir la personnalité de Strauss-Kahn pour qu'il devienne président de la République en faisant échouer Sarkozy. Donc le 2806 est branché aussi sur l'événement Strauss-Kahn. Et il est branché en tant que date. En tant que date et en tant que prémonition, puisque le 28 juin, il fallait l'attendre le 15 mai. Mais c'était un projet. Or, le 15 mai, le projet que les socialistes devaient faire défendre le 28-06 est en quelque sorte aboli. Monsieur Strauss-Kahn ne pourra pas être président de la République, il est un ex-futur président de la République. Mais ce n'est pas tout. Le 28-06, c'est une date réelle qui finit par arriver. Et le jour où elle arrive, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe encore des événements en relation avec l'événement Strauss-Kahn. Le 28-06, le successeur à la direction du Fonds monétaire international, qui était le poste de Strauss-Kahn, se trouve nommé, et c'est une Française, Christine Lagarde, qui prend le poste, alors que ça aurait pu être un Mexicain. Mais c'est elle qui a été choisie. Donc, le 28-06 réel, qui est le temps vivant, fait apparaître la succession Strauss-Kahn par quelqu'un qui s'appelle Lagarde comme un message important. Qu'est-ce que l'on garde? Qu'est-ce qui est gardé dans cette Française? La France? Et ce n'est pas tout. Parce que le même 28-06 vivant, où Christine Lagarde devient nommée directrice du FMI, un événement inouï se produit, 2 otages sont libérés, et qui sont-ils? Ce sont les 2 journalistes dont on nous dit depuis des mois et des mois, chaque soir, à chaque émission, à combien s'élève le nombre de jours de leur séquestration. Il s'agit de M. Taponnier et de M. Guesquière. Alors moi, vous comprenez, en tant que kabbaliste, j'applique une règle. J'ai 2 informations. J'ai Christine Lagarde d'un côté et de l'autre, la libération des otages. Mais les otages sont 2. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que le tapon, c'est-à-dire le bouchon, y est, il a sauté, il y était jusqu'à hier. Donc il s'est produit quelque chose d'étonnant. La nomination de Christine Lagarde, qui est une Française, correspond à une libération profonde de quelque chose dont il faudrait savoir de quoi il s'agit. Si je veux savoir de quoi il s'agit, je dois, là encore, non pas penser par mes propres moyens, ma pensée ne vaut rien, mais je dois regarder les empreintes du réel dans les faits. Ce sont ces empreintes qui vont me donner des idées, et ces idées-là, je peux les accepter parce que ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de la vie, ce sont celles du temps. Or, justement, dans la libération des otages, il y a un chiffre qui se fait honorer et respecter. Pendant des mois, à toutes les émissions de télévision, nous avons vu passer le nombre de jours de leur séquestration. Et tout à coup, c'est le dernier jour, ils sont libérés, et le chiffre est 547. Alors vous savez, moi, en tant que kabbaliste, je regarde le chiffre 547, et je vois qu'il me donne droit
à 3 lettres qui écrivent un mot, et ce mot est très curieusement ta pensée. Il semblerait que le temps me dise, à moi, Dominique Aubier, ta pensée m'intéresse. Ah, ben, si ma pensée l'intéresse, il faut que je sache à quel sujet. Car si la pensée que j'ai intéresse le temps, cela ne peut qu'être une pensée localisée sur un thème précis, et ce thème doit être en relation avec la généralité du sujet qui se propose à notre attention. C'est-à-dire que je dois trouver quel est le sujet général que ma pensée peut se reconnaître dans l'affaire de Strauss-Kahn. Écoutez, moi je n'ai qu'une seule solution, hein, j'en ai pas deux. Je dois considérer l'affaire Strauss-Kahn comme un petit cycle qui a son histoire, son développement, histoire que nous allons suivre. Et dans cette histoire, comme kabbaliste, je saurai quel est le motif profond de la préoccupation du temps si je sais quelle est l'information de base qui a été logée dans la couche 1 de ce cycle. Car c'est au départ qu'est donnée l'information. Cette information ressortira à la fin, mais si je ne connais pas ce qu'elle est au départ, je ne saurai pas en quoi ma pensée est intéressée par le temps. Eh bien, il y a une indication. Une indication très curieuse qui se trouve dans le fait que le 15 mai, à la suite de la plainte de la personne agressée, M. Strauss-Kahn a été conduit devant un juge dans une cour criminelle du tribunal de Manhattan. Et cette juge s'appelle Melissa Jackson. Alors, vous comprenez, là, j'ai un nom. Ce juge n'a pas été nommé pour juger M. Strauss-Kahn. Elle est là depuis longtemps quand le cas Strauss-Kahn se propose à elle. Par conséquent, elle accueille le motif Strauss-Kahn dans un certain contexte dont son nom nous donne l'idée. Il ne faut pas croire que son nom va spécifier quelque chose de réservé au cas Strauss-Kahn. C'est au contraire quelque chose de vaste contre lequel le cas Strauss-Kahn vient buter. Et elle s'appelle Melissa Jackson. Melissa, en hébreu, c'est le contraire de Shalom. Avec les mêmes lettres, on écrit Melissa ou Shalom, à l'endroit ou à l'envers. Et Jackson, c'est les fils de Jacob. Alors, on peut savoir, par l'étude de ce nom, quelle était la préoccupation générale du temps au moment où s'est produit cet événement Strauss-Kahn. Eh bien, sa préoccupation, c'est pratiquement la descendance de Jacob, c'est-à-dire le peuple juif, qui n'est pas en paix avec le temps, puisqu'il est caractérisé non pas par Shalom, mais par Mélissa. Alors là, il y a un problème que moi, je peux comprendre, parce que ce problème, c'est le mien, et c'est effectivement celui de ma pensée. Je pense depuis de longues années que l'état culturel en vigueur dans le judaïsme vivant est en retard d'au moins 4 siècles sur le temps. Et quand je dis 4 siècles, je me réfère à l'opération majestueuse réalisée en Espagne par Cervantes, quand il fait passer le message juif de son état révélatoire à son état messianique. Eh bien, c'est une étape que la pensée juive n'a pas enregistrée. Jusqu'à ce jour, elle ne l'a pas fait. Le fait de ne pas avoir accepté ni compris le phénomène kabbalistique réalisé par Cervantes et l'Espagne explique en particulier que dans son comportement officiel, historiquement officiel, le judaïsme ignore que le messianisme est arrivé, continue à chercher
à attendre son Messie, ne voit pas que le messianisme a eu son moment propice, et de ce fait, quand il pense aux événements qui lui arrivent, eh bien, il se trompe, parce que si on ignore une information essentielle du temps, on ne peut plus juger de ce qui nous arrive. Et c'est un peu ce qui arrive à notre temps, c'est que comme nous ne savons pas de quoi il est fait, eh bien, on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Et c'est en cela qu'il faut éclairer la lumière de tout le monde. Et je l'ai dit à propos du Sabbatai Zevi, qui est considéré comme un faux messie par le judaïsme officiel, mais ce n'est pas un faux messie, c'est un message après coup qui vient nous dire, pour qu'on le regarde, c'est le temps qui parle, que le Messie est arrivé et qu'il est déjà ailleurs, non plus dans le judaïsme, mais dans l'autre côté, c'est-à-dire dans la phase des nations, qui est considérée comme celle de l'islam, qui est considérée comme un crime de la part de Sabbatai Zevi. Mais Sabbatai Zevi n'est pas le Messie. Il est un partenaire d'un signalement qui cherche à rendre intelligible l'arrivée réelle du Messie sous sa forme espagnole. Ça, c'est ma pensée. Ma pensée est entièrement localisée sur ce thème. Et elle le l'est depuis 50 ans. Alors, je comprends très bien que quand le temps, à travers Melissa Jackson, me dit que la préoccupation du temps, c'est la situation mentale du judaïsme avec le monde, je comprends pourquoi. Parce que dans le judaïsme, moi, je vois la loi naturelle, je vois l'absolu, je vois le grand message conducteur de la réalité mondiale. Et il faut que cette pensée nous soit ouverte, libre et compréhensible. Je pense que le message du temps consiste à nous avertir que nous devons comprendre ce qui fait le mène. Et je dois dire que ce n'est pas moi seulement qui le dis. Parce que moi, si c'est que moi, ça n'a pas de valeur. Il faut que le temps lui-même opine et donne son avis sur la question. Alors, le temps, c'est une autorité. Eh bien, justement, dans mes précédentes analyses du cas Strauss-Kahn, j'ai fait valoir que, je renvoie le lecteur à cette audition, que le nom de Nafissatou Diallo mettait en évidence un phénomène kabbalistique très compréhensible, qui est que le réel nous téléphone ses coups. Il n'existe pas de moteur ou d'événement qui n'ait pas été en quelque sorte téléphoné à l'attention humaine avant de se produire. Et dans le cas de Nafissatou Diallo, le mot Diallo nous le rappelle. Et c'est un mot clé, car avec Di, nous avons une initiale, et avec la même initiale du prénom, nous avons Na, et c'est avec ce Di Na que j'ai découvert qu'il y avait un rappel analogique avec Dina et Genèse 34. Mais si ce thème n'est pas confirmé, je n'ai pas d'autorité pour le faire valoir. Moi, je ne suis pas l'autorité. C'est le temps qui est l'autorité. Or, justement, le temps, il a une technique à lui. Il fait toujours avancer les événements par petits coups. C'est-à-dire que les événements subissent des transformations et ils avancent de plus en plus précisément. Et il arrive toujours qu'un coup bien téléphoné ait été précédé d'un avertissement semblable. Eh bien, c'est le cas. Un journal, le soir, je ne me rappelle plus lequel, a fait valoir un incident qui s'est passé à Paris il y a quelques années, au cours duquel une certaine personne qui s'appelle Diane Diallo s'est plainte d'avoir été agressée par un client de l'hôtel rue de la Paix ou quoi.
Alors, le coup de Diallo est effectivement en émergence dans le temps à deux endroits différents, l'un annonçant l'autre. Et dans le cas où elle s'appelle Diane, le mot Dina est contenu dans son nom. Diane, c'est l'anagramme de Dina. Donc le temps est tout à fait d'accord pour que l'on considère que le coup téléphoné et l'avertissement téléphoné par le temps concernent bien le rapport analogique avec l'épisode de Dina raconté au chapitre 34 de Genèse. À ce propos, j'ai subi une altercation de la part d'un esprit rabbinique qui me reproche d'avoir fait allusion, par ce rapprochement, d'avoir en quelque sorte confirmé la culpabilité de Strauss-Kahn. Mais ça, c'est lui qui le dit. Moi, je n'ai pas dit que le rapport analogique se trouvait au niveau du violeur. Car dans l'épisode de Genèse, le violeur n'est pas un juif, c'est au contraire un non-circoncis. C'est justement parce qu'il est un non-circoncis qui viole que l'histoire a un sens. Alors, je ne peux pas confondre Strauss-Kahn avec le violeur de Dina, dans l'épisode de Dina. Ce qui est analogique, c'est la préoccupation générale concernant le comportement tribal, communautaire, du consensus israélite par rapport à la loi naturelle. Parce que dans le Genèse 34, les fils de Jacob ne se comportent pas correctement. J'ai pris appui sur le chiffre 547, qui est le nombre de jours où nos amis ont été otages, pour saisir le mot « ta pensée », la mienne. Et j'ai saisi ma pensée, j'ai essayé de vous en donner une idée, en vous montrant que ce n'était pas seulement la mienne. Car ma pensée, en tant qu'elle est mienne, n'a aucune espèce d'intérêt. Mais si ma pensée est d'accord avec celle du temps, alors il faut m'écouter, non pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que le temps est d'accord. Or, à côté de ce chiffre 547, il y a celui des 148 pays qui participent à la formation du Fonds monétaire international. Or, 148, ça se lit aussi. En hébreu, ça donne deux mots. Un, c'est tafarine, et l'autre, à enlever. Bon, ben, le conseil du temps, c'est que le FMI et toutes les préoccupations financières sont à mettre, sont de la réalité en farine, dans laquelle on roule les poissons du temps, et qu'il faut les enlever, les ôter et les supprimer. Nous devons penser à autre chose. Et c'est là que l'expression « ta pensée, ma pensée en accord avec le temps » devient importante, et je vous la soumets pour cela. Car si l'affaire Strauss-Kahn n'avait qu'un seul but, conduire à cette idée, ce serait déjà suffisant. Elle conduirait la pensée juive à prendre note du messianisme survenu en Espagne au XVIe siècle, exprimé dans Don Quichotte, comme j'ai essayé de le faire dans 3 volumes, et essayer de rattraper le temps perdu. Car 4 siècles de perdu, c'est beaucoup d'informations oubliées et dissoutes. Il y a une image qui a fait le tour du monde. Nous avons tous vu M. Strauss-Kahn arrêté avec menotté. Bon, l'image a fait le tour du monde. Mais il y en a une autre qui a fait le tour du monde et qui a été surprenante pour tout le monde. C'est un jour où M. et Mme Strauss-Kahn rentrent chez eux, dans leur maison louée à Manhattan, dans leur maison luxueuse à un prix fou. Elle met la clé dans la porte
Anne Sinclair met la clé dans la porte pour ouvrir. Elle n'arrive pas à mouvoir la clé. Son mari prend la place sur la clé et essaie de la mouvoir et n'y parvient pas. Ils sont en quelque sorte bouclés en dehors de leur propre demeure. Ils ne peuvent pas entrer. Quand survient un passant, un étranger, un noir là, il prend la clé, il ouvre et paf, c'est fait. Qui rentrent de soirée, qui veulent entrer chez eux et qui n'y arrivent pas. Ils vont batailler avec la serrure pendant 3 bonnes minutes. Dominique Strauss-Kahn enfermé, donc, mais enfermé à l'extérieur. Impossible d'ouvrir cette maudite serrure. Anne Sinclair essaye dans un premier temps, puis Dominique Strauss-Kahn s'y met à son tour. Évidemment, il n'y a personne à l'intérieur depuis que le contrôle judiciaire de DSK a été allégé, donc impossible de sonner pour qu'on leur ouvre. Finalement, il va falloir faire appel à un passant, ce jeune homme, voilà, casquette à l'envers, sac à dos, qui va s'y mettre lui aussi, et qui finalement y parvient. La porte va enfin céder sous les hurrahs de la presse qui a essayé pendant toute cette durée de poser des questions. Ça n'a pas été facile, Pascal. Non, et on a entendu la voix de Dominique Strauss-Kahn pour la première fois. Alors tendez bien l'oreille, ça ne dure pas longtemps, il a répondu brièvement. Quel état d'esprit êtes-vous? Celui qui n'arrive pas avec sa clé. C'est une image incroyable qui nous montre que le couple juif par excellence, Anne Sinclair et Strauss-Kahn, ne peuvent pas entrer, ne sont pas les témoins d'une situation intellectuelle valable et libre, et qu'il faut absolument qu'ils acceptent le concours de la pensée extérieure, celle qui est le passage et qui est celle du messianisme. Messianisme annoncé par la Bible et qui se produit en 2 temps. Le temps espagnol et le temps français. Et nous sommes au moment où la France devrait assumer sa part de lecture du phénomène. Je n'en dirai pas plus, sauf ceci. Je vous ai annoncé 2 signes que la vie et le temps nous ont logés dans la conscience. Eh bien, le second, ce serait la bonne nouvelle, mais nous en parlerons dans un autre flash, car celui-ci a assez duré.